Moi également, je voudrais remercier toutes ces grandes dames africaines qui nous donnent l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer. C'est le signe du relais qui est donné à la jeune génération et de ce que la femme africaine désormais prend une autre euh, dimension en termes de réflexion. Repenser la question des femmes à partir de l'éducation platonicienne. L'approche de la question des femmes et du genre en Afrique est absolument mitigée au niveau de l'État, de la société, du milieu académique et des organisations internationales qui pourtant financent lieu à des biens, qui donnent lieu à bien des conventions. En ce qui concerne les droits des femmes, il s'agit des concessions faites aux femmes que de volonté réelle de les appliquer. De nombreuses associations féminines, locales et internationales, les femmes philosophes et chercheurs en ont pris la défense, relayée par la littérature populaire et scientifique, les campagnes de presse et les actions de promotion. Malgré les discours officiels sur l'émancipation, la promotion, l'autonomisation et la libération des femmes, celles-ci continuent de subir les contraintes de la supériorité, de la domination masculine et les préjugés sur leur infériorité et leur incapacité supposée. Les conventions internationales élaborées en leur faveur et pourtant signées rarement appliquées, les compromis, les arrangements dans la lutte contre la précarité. C'est pourquoi il est urgent, nécessaire, en tant que femme philosophe, de nous appuyer sur la sagesse que regorge notre discipline pour éclairer les lanternes de nos sociétés. En effet, pour repenser la question de la femme en général et spécifiquement celle de la femme africaine, nous voulons nous appuyer sur la conception platonicienne de l'éducation pour la réalisation d'une libération, d'une autonomie de ses propres attitudes naturelles et non de compromis sournois et hypocrites. La libération de la femme par Platon ou pour de Platon, disciple de Socrate, né vers 427, 348 ou 347 avant Jésus-Christ, principalement exposé dans la République. Lors de la construction de la République théorétique, selon l'expression de Gérard Méret, pour nommer la cité juste, c'est-à-dire celle produite par la science ou la sagesse comprise comme discours. L'un des moyens que ce philosophe propose pour régler la crise sociopolitique qui mine à terre la démocratie. Aujourd'hui encore, parlant de l'éducation de la fille par rapport au garçon, l'éternel Platon interpelle l'humanité en général et en particulier l'Afrique sur l'éducation de la femme en affirmant que l'éducation qui formera les femmes à la garde ne sera point difficile aussi, elle, à charge de cultiver les natures identiques. Chez Platon, l'éducation peut se définir comme l'action culturelle par laquelle l'on élève l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en vue de permettre le développement de ses facultés naturelles. C'est une difficile purification de l'esprit se détachant progressivement des désirs du corps pour privilégier les désirs de l'âme. L'éducation est donc pour lui la manifestation du mouvement théorique de la dialectique en tant que processus par lequel l'âme s'élève des apparences sensibles jusqu'aux idées du monde intelligible pour redescendre par la voie déductive jusqu'à la dernière conclusion. Dans la République,
Il établit une égalité entre l'homme et la femme sur la base des aptitudes naturelles que possède l'âme. C'est pourquoi il pense que toutes les âmes humaines doivent prendre part à l'éducation et de la même manière, sans distinction de discipline, comme dans certaines cités où nous avons une éducation spécifique selon le sexe. En ce sens, il pose la question suivante. Peut-on tirer d'un animal les mêmes services que d'un autre s'il n'a pas été nourri et élevé de la même manière? Pour le disciple de Socrate, il est indispensable qu'on éveille en l'homme comme en la femme le ressouvenir des idées du beau, du vrai et du bien, afin de leur permettre de se comporter avec droiture dans la cité. Puisque la contemplation des réalités célestes, même d'ici bas, nous dit-il, est le seul et vrai moyen que possède l'homme pour demeurer parfait. Aussi affirme-t-il, si donc nous exigeons des femmes les mêmes services que les hommes, nous devons les former aux mêmes disciplines. En dénonçant la conception qui réduit la femme au foyer, Platon s'oppose aux mœurs en vigueur dans la Grèce antique. Pour les antiques, rappelons-le, la femme est par nature différente de l'homme. Elle est un être inférieur et en tant que tel, son rôle naturel est la procréation, l'éducation des enfants et les tâches domestiques. Pour lui, il est ridicule de nous limiter aux différences de nature et aux identités de nature que nous donnent nos sens pour définir la fonction des uns et des autres. Docteur Autrement Degré, dit, oui, il ne vous reste que 5 minutes. autrement dit, on ne peut s'appuyer sur la différence de nature physique qui existe entre l'homme et la femme pour se plaindre à celle-ci d'exercer les travaux que les hommes exercent. À cet effet, il affirme que si la différence consiste seulement en ce que la femelle enfante et le mâle engendre, nous n'admettrons pas cela comme démontrer que la femme diffère de l'homme. Dans la cité juste, affirme-t-il, il n'y a aucun emploi concernant l'administration de la cité qui appartienne à la femme en tant que femme ou à l'homme en tant qu'homme. Au contraire, les aptitudes naturelles sont également réparties entre les deux sexes. Il est conforme à la nature de la femme aussi bien que l'homme participe à tous les emplois. Pour lui, l'éducation qui révèle et conduit à l'emploi selon les talents des hommes et des femmes dans la cité est l'accomplissement d'une mission morale et politique et son but est de régler l'action humaine. C'est pourquoi il pense que la cité ne connaîtra un véritable bonheur que si tous les hommes, si tous les enfants, garçons et femmes reçoivent la même éducation. Ainsi donc, toutes les femmes qui ne sont pas éduquées et reléguées au foyer à cause de leur sexe sont des âmes égarées qui souffrent et subissent des influences injustes et des injustices de tout genre. Elles sont comparables à des prisonnières qui se débattent et cherchent leur autonomie. Voilà la base de l'injustice que subit la femme depuis l'aube des temps. En clair, l'homme et la femme sont des individus de l'espèce humaine. Par conséquent, ils sont égaux par la nature commune de l'âme que chacun possède et non du corps. Ainsi, toute âme humaine est immortelle et possède la faculté de la réminiscence. Il suffit donc qu'on lui indique les voies à suivre à travers l'éducation pour se ressouvenir des aptitudes naturelles ou dons que possède son âme. Ainsi, Platon refuse que son statut social soit réduit au foyer. Pour repenser donc la question de la femme, nous devons, en tant que femmes africaines philosophes, épouser la philosophie platonicienne liée à l'éducation de la femme. Donc, nous sommes toutes des exemples pour la majorité d'entre nous. Dans nos familles, personne ne comptait avec nous. Nous avons été toutes révélées par l'éducation. Nous devons faire comprendre à nos populations que les hommes et les femmes possèdent les mêmes talents et les mêmes dons, car cela n'est pas encore évident dans nos traditions et même dans nos sociétés dites modernes, et que la véritable source d'autonomisation de la femme ne réside pas dans les aides et dons parfois insuffisants de bienfaiteurs, mais plutôt dans la réussite de son cursus scolaire et universitaire. Pour relever le potentiel de la femme, la fille et la petite fille africaine, et en particulier les femmes philosophes africaines, deviennent des mentors afin de les accompagner et les suivre tout au long de leur cursus éducatif. Car il ne suffit pas de scolariser la fille, mais de contrôler
les parcours, vérifier s'il y a des difficultés. Si oui, voir comment apporter des actions correctives pour permettre aux filles de finir leurs études dans de bonnes conditions. Élever l'âme, révéler le talent de la femme africaine par l'éducation et la formation devrait être le leitmotiv du féminisme en Afrique. En somme, l'impact des femmes philosophes africaines est visible dans plusieurs domaines. Dans les cercles académiques, elle inspire une nouvelle génération de chercheurs. Ainsi, hors du milieu académique, leur pensée influence les politiques publiques, notamment en matière de genre et d'exclusivité. Cependant, les défis subsistent. L'accès aux ressources, la reconnaissance académique et la diffusion de leurs idées reste limitée. Or, face au jugement de valeur dérivé de l'opinion sur la question de la femme et surtout de son éducation, Platon pense que la femme n'est rien d'autre que les capacités naturelles que renferme son âme et non son corps. Pour lui, la place de la femme ne sera plus dans les foyers, mais partout dans la République, là où le devoir l'appelle. Pour réussir donc cette mission de transformation dans laquelle la femme africaine se fera un point de se connaître elle-même, d'agir par elle-même en toute autonomie, en pleine conscience d'elle-même, l'individualité, signe d'égoïsme, n'a pas de place, mais plutôt une union, synonyme d'une solidarité agissante entre les femmes d'Afrique et d'ailleurs, à travers la création d'espaces où les voix des femmes philosophes peuvent s'exprimer pleinement, tout en soutenant leurs efforts par le financement de rencontres scientifiques et de campagnes de sensibilisation nationale et internationale. Je vous remercie pour votre attention.